Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Report des assises nationales de la refondation de l'État au Mali. Cet ajournement d'un mois laisse penser qu'un glissement de calendrier serait aussi possible pour la tenue des élections. Toutefois, l'ONU insiste sur le respect des délais de la transition. Le retard de délivrance du passeport de Charles Blé Goudé pour assurer son retour en Côte d'Ivoire préoccupe une partie de la société civile ivoirienne. Monsieur le Président Mathias Néant, président de la Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique pour la représentation France, sera l'invité de cette édition et répondra à nos questions sur ce dossier. Et Octobre Rose donne une nouvelle lueur d'espoir dans la lutte contre le cancer du sein en Côte d'Ivoire. Des journées de sensibilisation au dépistage sont organisées par l'ONG Ecomédia pour prévenir de cette pathologie qui tue chaque année plus de 1000 femmes dans le pays selon l'OMS. Mais tout d'abord, en Libye, le processus électoral se précise en vue de la tenue de l'élection présidentielle du 24 décembre prochain. La commission électorale a annoncé que les candidatures pour les élections présidentielles et législatives devraient se faire durant la première quinzaine du mois de novembre. Cette période coïncidera avec le processus de distribution des cartes d'électeurs dans les centres où ils sont inscrits, d'après le chef de la haute commission électorale libyenne. Notons tout de même que les fortes tensions politiques survenues ces dernières semaines font planer un climat d'incertitude autour de la tenue de ces scrutins. La transition malienne s'engage probablement vers des prolongations. En cause, le report des assises nationales de la refondation de l'État qui se tiendront finalement en décembre. Cette table ronde est présentée par les autorités maliennes de transition comme un passage obligé avant la tenue des élections. Toutefois, le Conseil de sécurité de l'ONU insiste sur le respect des délais électoraux. Les explications de Philomène Tine. Le vœu d'organiser des assises nationales avant de fixer la date des élections présidentielles et législatives, prévues initialement le 27 février 2022, émis par les autorités de la transition malienne face à la mission onusienne en visite dans le pays les 23 et 24 octobre dernier, porte à croire que la durée de la transition sera éventuellement prolongée au Mali. C'est du moins l'avis de certains observateurs. Selon le gouvernement de transition, les élections doivent se tenir sur la base de conclusions des assises nationales de la refondation. Les autorités maliennes que nous avons rencontrées nous ont parlé des assises nationales de la refondation comme une sorte de préalable aux élections. Le chronogramme indique que ces assises pourraient prendre fin vers décembre et c'est à l'issue de ce processus qu'un calendrier sera établi et soumis aux Maliens ainsi qu'à la communauté internationale. Les assises nationales au Mali ont pour principal enjeu la refonte de l'État pour endiguer les maux qui minent le pouvoir public, à savoir la fraude électorale, la corruption généralisée, la délinquance de l'armée. En outre, selon le gouvernement de transition, les documents issus des différentes assises vont servir de matière première pour mettre de l'ordre au Mali, pays où la sécurité occupe naturellement l'ordre des priorités les plus élevées. On va faire une prolongation de la transition, mais dans quel format? Voici la question. On pense que même si on a prolongé, il faut avoir des garde-fous, il faut avoir une implication de l'ensemble des acteurs de la société politique, il faut avoir un accord avec la communauté internationale. Mais cette semaine sera décisive parce que la CEDEAO nous avait donné un délai de fournir un calendrier électoral. Le 31 octobre, c'est le délai. Mais ce que nous avons remarqué ces derniers temps, c'est la volonté manifeste du président de la transition de mobiliser l'ensemble des acteurs pour qu'on puisse avoir un consensus autour de ces assises-là. L'objectif décliné par la junte malienne est également de travailler à créer un minimum de conditions de sécurité pour permettre à une large frange de la population d'aller aux élections. Elle a entre autres évoqué à cet effet l'appui de ses partenaires parmi lesquels la Fédération de Russie avec laquelle le Mali a signé des accords depuis les années 1960. Acquitté depuis mars dernier, mais pas tout à fait libre de ses mouvements, le leader du Congrès des jeunes patriotes, COJEP,
Charles Blé Goudet, qui est actuellement aux Pays-Bas, est toujours dans l'attente de la délivrance de son passeport pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. C'est justement pour réclamer ce fameux sésame qu'une centaine de ses partisans ont manifesté à Paris le 23 octobre devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Une demande pourtant faite il y a 3 mois maintenant auprès de l'ambassade de Côte d'Ivoire aux Pays-Bas, alors que l'ancien président Laurent Gbagbo, son co-accusé à la CPI, est rentré en juin dernier. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Monsieur Mathias Néant, président de la Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique pour la représentation France. Bienvenue. Merci. Alors, des ressortissants ivoiriens s'étaient donné rendez-vous devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris le 23 octobre à l'appel de la coalition des résistants de la diaspora. C'était pour exiger le passeport de M. Charles Blé Goudet. Quel est votre regard sur cet événement? Je voudrais vous dire merci, chère Madame Gladys Mumba, désolé. Je voudrais tout d'abord, au nom du président fondateur de la FIDOP, Dr Boga Sako, et au nom de toutes les représentations de la FIDOP partout dans le monde, vous saluer pour cette occasion que vous nous donnez de dénoncer cette violation gravissime concernant la question de la délivrance du passeport de Charles Blé Goudet, du citoyen Charles Blé Goudet. Je pèse mes mots pour le dire. Parce que je parle de gravissime au regard de l'article 13 et 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi au regard de l'article 22 de la Constitution de la Côte d'Ivoire. Que dit cet article? L'article 13 dit « Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. » Le 15 dit « Tout individu a droit à une nationalité. » La nationalité est symbolisée par un passeport qui permet à un citoyen d'un État de se déplacer. Au regard de l'article 22 de la Constitution ivoirienne, aucun Ivoirien n'a le droit d'être contraint de rester en exil. Alors, d'où sort... Oui. Oui. Non. Je suis écœuré. D'accord. La FIDOP, dont vous dirigez la section France, a envoyé une lettre au président Alassane Ouattara dans laquelle vous lui demandez d'agir pour mettre un terme à cette situation que vous qualifiez de violation de la Constitution ivoirienne. Est-ce que vous avez eu un retour? Non, nous n'avons pas qu'envoyé seulement une lettre au président Ouattara. Nous avons saisi aussi le président de la CPI, le juge Piotr, parce que la responsabilité est partagée dans cette situation de la question du passeport de Blé Goudet. Est-ce que vous avez eu des retours? Non, mais nous ne comptons pas rester là, les bras croisés. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il s'agit d'une question fondamentale des droits de l'homme. Tout comme le fait de vivre, d'aller à l'école, d'être cultivé. Le fait d'avoir un passeport est une question de droit. Et donc la FIDOP, au cours de sa réunion avec son président fondateur, Dr Boga Sako, a pris cette décision de mettre sur la table 2 actions principales. Saisir les autorités de la CPI, mais aussi le chef de l'État qui a toute sa responsabilité. Parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Ces multiples appels dans les médias donnent l'impression que la seule manière de M. Charles Blé Goudet de se faire entendre par la présidence, c'est de s'exposer dans les médias. Est-ce qu'aujourd'hui, le dialogue est rompu entre la présidence ivoirienne et M. Charles Blé Goudet? Moi, à ce niveau, je ne vais pas vous répondre parce que je ne suis pas venu ici au nom de Charles Blé Goudet. Pour moi, il y a une question fondamentale de droit de l'homme qui est bafouée. Et dès lors, cette question de droit est bafouée en tant que représentant de la FIDOP, Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme. Nous devons d'agir et c'est ce que nous faisons. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si le dialogue est rompu, mais je ne suis pas sûr. Car Charles Blé Goudet a toujours tendu. Il a à plusieurs reprises demandé
par plusieurs sorties qu'il appartient au chef de l'État, Alassane Ouattara, de permettre qu'il rentre dans son pays. Et si ce statu quo continue, que peut faire la FIDOP? Ah oui, la FIDOP, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de deux responsabilités. La FIDOP va saisir déjà à travers des lettres, va saisir la CPI. Et si rien n'est fait, la FIDOP va porter plainte à la CPI et contre la CPI pour dénoncer, parce que la CPI est une organisation qui défend les droits de l'homme à travers le monde. Merci. Et ça, c'est une grave violation des droits de l'homme. Merci, monsieur Mathias Néant, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes donc président de la FIDOP, président de la Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique pour la représentation France. Je vous remercie. Merci beaucoup. 10 millions de dollars, soit 5,6 milliards de francs CFA. C'est la somme dont va bénéficier le Togo de la part du fonds de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP pour l'intégration agricole. Cette nouvelle injection de fonds sous forme de prêt doit notamment augmenter durablement les revenus et la sécurité alimentaire des ménages ruraux. Le point avec Marie-Raphaël Antolo. Le Togo va bénéficier d'une enveloppe de 10 millions de dollars octroyée par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole pour le développement international. Ces fonds sont accordés pour appuyer l'intégration agricole du pays dans le cadre du programme régional d'intégration des marchés agricoles. L'objectif ici est donc d'augmenter durablement les revenus et garantir la sécurité alimentaire des ménages ruraux. Globalement, pour l'économie togolaise ou l'agriculture du Togo, on verra très bien que cette stratégie permettra aux populations à la base d'avoir une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Parce qu'effectivement, rien ne sert de produire s'il n'y a pas de marché d'écoulement. Donc, si ce fonds travaille à mettre en place des marchés, les tronçons, les réhabiliter pour permettre la circulation de ces produits, on ne peut donc que saluer l'initiative. Dans les faits, ces fonds serviront à financer la réhabilitation d'un total de 9 marchés, de semi-gros, de 19 centres de collecte de produits et 500 km de sections de routes d'accès rural reliant les zones de production au marché. En outre, 4000 hectares de terres agricoles seront aménagés pour une gestion durable de l'irrigation. Ceci permettra par ailleurs aux agriculteurs du pays d'accroître leur production et leur résistance au changement climatique. S'il s'agit juste de produire, de collecter et d'envoyer vers les marchés, le problème n'est pas réglé. Ce qui permet d'ajouter de la valeur, c'est bien entendu la transformation. Et les pays, le Togo ne comptera pas sur les partenaires au développement, sur l'OPEP pour y arriver. C'est des efforts à l'interne qu'il faut fournir. Donc le Togo doit travailler à l'industrialisation pour véritablement apporter de la valeur ajoutée. Et c'est ainsi que les populations vont mieux gagner leur vie à travers les efforts qu'ils fournissent pour la production agricole. Rappelons que ces fonds sont octroyés sous forme de prêts dans le cadre du programme régional d'intégration des marchés agricoles. Selon le Fonds de développement de l'OPEP, cette facilité devrait bénéficier à quelques 45 000 ménages au Togo et favoriser la création d'emplois pour les femmes et les jeunes dans le pays. Le cancer du sein fait plus de 1000 morts en Côte d'Ivoire chaque année selon l'Organisation mondiale de la santé. Une réalité que l'ONG Ecomédia souhaite voir changer grâce à ses programmes annuels de sensibilisation au dépistage, des journées de mobilisation pour prévenir afin de mieux lutter contre cette pathologie. Un sujet de Ange Noménio. Le cancer du sein se guérit. C'est le message porté par l'ONG Ecomédia sur tout le territoire ivoirien. L'objectif est de sensibiliser les femmes à se faire dépister tôt. Car plus vite elle est détectée, plus vite on peut guérir de cette maladie. En Côte d'Ivoire, l'OMS dénombre à plus de 1000 le nombre de femmes qui meurent du cancer du sein. Et le manque de communication constitue un véritable obstacle dans la lutte contre cette maladie. En mettant en place les journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein, l'ONG Ecomédia espère ainsi l'éradiquer. Monsieur le représentant du ministre de la Santé, c'est vrai que l'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup.
Mais je voudrais plaider ce matin en faveur d'une prise en charge globale de ces femmes-là qui vivent dans la détresse et qui n'ont pas toujours la possibilité de se faire soigner. On fait déjà beaucoup, mais je pense que l'État de Côte d'Ivoire peut faire davantage pour ces filles, pour ces enfants qui meurent dans la solitude du cancer du sein. Après les discours, place à la pratique. Les descentes sur le terrain permettent de constater l'efficacité de la communication sur l'engagement des femmes à très tôt se faire dépister. La période des règles, quelques jours après, quand ça va baisser, quand ça vous fera plus mal, vous touchez le sein, d'accord? Ou bien allez-y voir le gynécologue, il pourra vous aider. C'est bon? Voilà. C'est bon, mesdames? Tout l'intérêt de cette campagne-là pose sur le geste de générosité que nous comptons porter à ces femmes-là, c'est-à-dire quand elles sont dépistées, ça va créer forcément un besoin. Qu'est-ce qu'on fait d'elles après? Donc pour toutes ces femmes-là qui seront diagnostiquées, nous, ONG, nous prenons l'engagement de leur venir en aide, c'est-à-dire de participer à leur prise en charge médicale. D'autres centres communautaires ont également bénéficié des programmes de dépistage, avec le même message d'espoir porté. C'est mieux de venir et de connaître ce qu'on a dans le corps que rester à la maison. C'est ce qui m'a poussé aujourd'hui de venir avec ma fille, ma cadette, pour venir se faire dépister. Le message que je voulais lancer, c'est dire à mes sœurs que le cancer de sein tue. Tuons le cancer de sein en nous faisant dépister. La Côte d'Ivoire a beaucoup avancé dans la lutte contre le cancer du sein. Depuis 2017, il est possible de se faire soigner du cancer avancé suite à l'établissement d'un centre de radiothérapie. À l'instar d'autres organisations, l'ONG Ecomédia, classée parmi les pionniers de la sensibilisation contre cette maladie, s'en réjouit. Vous avez compris. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.